Donc, je tiens à vous préciser que je vois des personnes qui se branchent au fur et à mesure. Bonjour à tous. Je tiens à vous préciser que aujourd'hui, l'événement va être enregistré et sera ensuite rediffusé sur la chaîne YouTube de l'Institut. Donc, pour les personnes qui seraient mal à l'aise à ce que leur image soit ensuite rendue disponible dans cette vidéo-là, si vous le souhaitez, si vous êtes inconfortable avec ça, on vous conseille de fermer votre caméra et d'interagir avec nous en utilisant le chat ou le fil de conversation. Mais c'est vrai que dans l'idéal, on aimerait que les caméras soient ouvertes parce que l'événement d'aujourd'hui, c'est pas une conférence comme on a l'habitude. C'est un format vraiment différent. On voulait que ce soit quelque chose d'informel, basé sur le partage. Donc, ça va être des témoignages et des témoignages sur toutes sortes d'implications, l'enseignement, la recherche, les soins et services, et des témoignages qui vont être faits majoritairement par notre comité organisateur de l'événement, qui sont 4 usagers partenaires qui s'appliquent à l'Institut et qui vont se présenter dans 1 minute. Et on aura aussi à la fin 2 invités, Annie Lambert de l'École de travail social et Annie Gagné de la Faculté de médecine. Au fur et à mesure des témoignages qu'on va avoir pendant l'heure avec laquelle on est ensemble, surtout, vous n'hésitez pas, on veut que ce soit le plus interactif possible. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main virtuellement ou en vrai pour ceux qui ne trouveraient pas la petite main virtuelle. Écrivez-nous dans le fil de conversation, ça va nous faire plaisir de répondre aux questions, de prendre vos commentaires et aussi peut-être si vous avez envie de nous partager vos expériences, si elles sont complémentaires à celles de nos conférenciers d'aujourd'hui, si elles sont différentes, si vous vous retrouvez dans ce qui se dit, n'hésitez pas, on est vraiment là. Aujourd'hui, c'est un espace de partage. On a appelé ça midi conférence, surtout parce que c'est sur l'heure du dîner, mais c'est pas vraiment une conférence, c'est vraiment plus une sorte d'atelier, partage, témoignage, puis réflexion tous ensemble. Donc, n'hésitez pas à intervenir, ça va rendre l'expérience encore plus enrichissante. Fait que je vais me taire et je vais laisser la parole à nos quatre, oui, je tiens à préciser une chose, il y a 4 personnes usagères de l'Institut qui sont sur le comité organisateur. Moi, j'ai fait que les soutenir dans tout ce qu'ils ont créé pour aujourd'hui. Malheureusement, une des personnes a eu des gros problèmes Internet 10 minutes avant qu'on se branche tous pour le midi conférence. Mais grâce à Céline, qui va intervenir aujourd'hui, on a un backup. On avait pré-filmé tous les témoignages au cas où on aurait des problèmes techniques, donc le témoignage de Daniel qui ne peut pas être là avec nous aujourd'hui. Vous l'aurez quand même, je partagerai mon écran et je vous diffuserai la vidéo qu'on avait filmée par rapport aux 2 témoignages qu'il devait apporter aujourd'hui. Les 3 thèmes qu'on va aborder lors de ces témoignages-là, ça va être des thèmes qui ont été décidés et déterminés par les 4 usagers qui ont créé l'événement d'aujourd'hui. On va parler de l'importance du partenariat, de l'importance des bons arrimages quand on travaille en partenariat et de l'impact du partenariat sur les étudiants et les enseignants. Sans plus tarder, je vais les nommer à tour de rôle pour qu'ils puissent se présenter et on va pouvoir débuter. Je vais commencer par Daniel, qui est malheureusement pas là, fait que je vais le présenter. Daniel Limoges, usager partenaire à l'Institut de première ligne depuis plusieurs années, qui s'implique énormément. Il s'est déjà impliqué, il s'implique beaucoup à l'École de travail social. Ça a été un des premiers usagers entraîneurs à travailler avec les étudiants de l'École de travail social. À l'Institut, ça a aussi été le premier usager qui a commencé à faire partie des évaluations pour tous les concours qu'on organise. C'était une des premières personnes à faire partie de nos jurys dans les usagers partenaires. Daniel est très déçu de ne pas pouvoir être là aujourd'hui, mais comme je vous l'ai dit, on a une vidéo, donc on va pouvoir vous la diffuser. Je donnerai la parole aux 3 autres personnes du comité organisateur pour qu'ils se présentent avant qu'on débute avec notre thème numéro 1. Donc, Jocelyn, si tu voulais prendre 2 minutes pour te présenter, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les participants qui assistent à notre midi-conférence. Pour nous, les gens du peuple, c'est un privilège de pouvoir nous adresser à des très éminents doctorants ou bacheliers ou bachelières. Donc, ce n'est pas une occasion qu'on a souvent, donc c'est un honneur vraiment. Moi, je me présente, Jocelyn Bernard. Je vais intervenir au niveau de la réadaptation. On va vous parler du partenariat et du travail d'équipe. Ayant vécu un AVC il y a plusieurs années,
j'ai eu à travailler avec du personnel de réadaptation dans des situations qui ont été plus ou moins bonnes. Donc, je vais en parler, puis je veux que ce soit une intervention qui soit perçue très positivement. Ce faisant, je fais un beau clin d'œil à tout le personnel de réadaptation qui travaille avec nous. Merci beaucoup, Jocelyn. Noémie, si tu voulais te présenter. Bonjour, moi je m'appelle Noémie Bélanger-Roberge et je suis devenue partenaire par le biais d'une expérience d'hospitalisation avec mon petit garçon qui est né à 27 semaines. En tout cas, je vous raconterai ça plus tard et je suis dans le groupe de la Force du Nou par le biais de Françoise Houle qui m'a demandé de participer à ce groupe magnifique et constructif. Donc, au plaisir de vous raconter la suite tout à l'heure. Merci beaucoup, Noémie, et je passerai la parole à Céline, si tu voulais te présenter. Oui, bonjour à tous. Contente que vous soyez là. Une belle présence, c'est plaisant. Moi, pour me présenter de même, c'est que rien me dirigeait vers là par le passé. J'étais infirmière. Puis, tout d'un coup, c'est la maladie chronique qui m'a affligée. J'ai arrêté de pratiquer la profession. En cours de route avec les épreuves, je suis tombée itinérante. Puis, là, tout d'un coup, Pardon, je viens d'entendre quelque chose en arrière. C'est correct, Céline, vas-y, continue. OK, je n'étais pas certaine, là. Puis, c'est ça, tout avec la réhabilitation, tout ça, je me suis impliquée dans la Force du Nou, à l'Institut de première ligne. Je suis impliquée à l'École de travail social comme usagère entraîneur. Puis, c'est pour vraiment apporter notre vécu expérientiel pour faire avancer, pour apporter de beaux changements. Merci Céline. Fait que, comme vous le voyez, les personnes qui vont témoigner aujourd'hui sont impliquées partout. École de travail social, institut, centre de recherche du CHU. Donc, le but, c'était vraiment pas aujourd'hui de témoigner seulement de leur implication à l'institut, mais de témoigner de l'implication dans son ensemble. On va commencer avec le thème numéro 1, qui est l'importance du partenariat. Donc, les usagers vont nous parler d'expériences vécues et comment le partenariat peut même devenir un mode de vie. Je vais commencer par Daniel, vu qu'il n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran et je vais vous partager son témoignage par vidéo. Pas très long. Toujours une petite seconde, le temps de faire le partage d'écran. Surtout, ne pas oublier d'inclure le son. Et on y va. Ben, c'est se réaliser autrement. OK? Ça, c'est faut que tu aies une bonne communication puis une bonne écoute. OK? Puis travailler ensemble pour trouver des solutions ensemble. Ça, pour moi, c'est très important. Puis en même temps, ben, c'est un échange d'outils. C'est un échange d'outils avec le prof. Puis ces outils-là ben, m'ont permis de connaître justement comment me rétablir. Ben, là, il y a plusieurs choses. Bon, là, j'ai participé à Baromètre. Ça, c'est un plus-value. Puis moi, Baromètre, j'ai trouvé là, c'était ma meilleure accessibilité. Puis je l'ai vulgarisé aussi. Je me suis impliqué dans Baromètre. Puis aussi, c'est que Baromètre, on s'en sert aussi pour tester les personnes usagères là, dans leur cheminement. Puis pour moi, c'est un outil de motivation. Puis c'est une force aussi. Puis quand tu as participé à la création de l'outil Baromètre, comment ça t'a fait sentir?
Ben, c'est que premièrement, là, je me suis fait prendre au jeu parce que je l'ai. Quand j'ai commencé à l'essayer, j'ai déjà mis des plans d'action en œuvre à ce moment-là. Pour ton propre rétablissement. Pour mon propre établissement, puis je me suis aperçu que c'est un outil qui était au-delà de mes espérances. Puis de faire partie de la création de ce projet-là, qu'est-ce que ça a eu comme retombée pour toi? Ben, comme retombée, premièrement, il a fallu qu'on vulgarise les termes pour les rendre plus accessibles aux usagers. Parce qu'il y avait beaucoup de termes qui avaient besoin de plus de détails, puis des mots qui avaient besoin d'être plus simplifiés pour être accessibles à monsieur et madame tout le monde, là. Même ceux qui n'ont pas beaucoup d'éducation, là. Est-ce que tu dirais, quand on en avait discuté ensemble, tu m'avais dit que le partenariat, ça t'avait changé. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça t'a changé? OK, c'est que ça m'a permis d'être plus à l'écoute des autres. Puis ça permet aussi de comprendre justement qu'est-ce que le partenariat, à quoi il sert. Pour moi, je trouve que c'est très important parce que si tu veux avoir une bonne entente, il faut que tu puisses justement arriver avec ton point de vue, puis de prendre un temps de recul pour écouter l'autre point de vue, puis pour s'arranger pour qu'on puisse se comprendre, là. Donc, comme tu nous l'avais dit au début, une bonne écoute et une bonne communication pour être capable de travailler ensemble, c'est bien ça? Exactement, exactement. Puis avoir un certain vocabulaire aussi des deux côtés, là. OK. Toujours pour favoriser la communication. Exactement. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur ce point-là, Daniel? Moi, ça m'a apporté plus d'assurance, beaucoup. Puis en même temps, ça m'a permis plus de confiance aussi. Merci beaucoup, Daniel, pour ce témoignage-là. Oh mon Dieu. Voilà, donc vous avez entendu le témoignage de Daniel qui nous parlait de son implication dans le projet Baromètre, un outil clinique, mais aussi qui a mené un projet de recherche et qui nous expliquait que pour lui, l'écoute, la confiance, c'était quelque chose de vraiment essentiel pour le partenariat et qu'il aurait vraisemblablement pu élaborer s'il avait été avec nous aujourd'hui, mais déjà, on a pu entendre et on a pu avoir son témoignage. Je le redis pour les personnes qui se sont joints à nous, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment, poser des questions, apporter un commentaire ou même apporter votre propre témoignage si vous en avez envie. Surtout, vous n'hésitez pas. Et que là, on est vraiment dans le bloc partage d'expérience. Pourquoi le partenariat? Qu'est-ce que c'est pour les personnes de partenariat? Fait que j'aurais envie de passer ensuite avec le témoignage de Noémie. Noémie, si tu voulais ouvrir ton micro et nous expliquer, pour toi, le partenariat, c'est quoi? Merci d'ouvrir mon micro. Pour moi, le partenariat, c'est devenu un mode de vie avec le temps. Donc, si je reprends au début de mon histoire en décembre 2011, j'ai accouché à 27 semaines. On a été hospitalisé 4 mois avec le bébé. En fait, le bébé a été hospitalisé 4 mois. Et puis, on a eu des services aussi pendant les 2 années qui ont suivi parce que mon petit coco était suivi par 9 branches médicales différentes. Au travers de ce parcours-là, on a été vraiment bien servis, bien accompagnés, bien outillés de personnel, mais tu sais, je parle pas seulement du corps médical, je parle des soins infirmiers, des préposés aux bénéficiaires, de toutes les personnes merveilleuses qui ont fait en sorte que ce parcours-là devienne le parcours d'un succès, d'une réussite et d'un coco qui est en parfaite santé aujourd'hui. Donc,
à un moment donné, on a eu un appel du PUPSR, qui est le programme d'utilisation des patients standardisés et réels, qui forme des faux patients pour les étudiants en médecine, pour que mon petit coco devienne patient sain. C'est-à-dire que les étudiants en médecine pratiquent l'auscultation sur les enfants. Puis nous, on trouvait que c'était une occasion en or de redonner ce qu'on avait reçu, mais aussi de s'assurer que d'autres auraient des bons services par les médecins qui vont être formés. Puis de fil en aiguille, ben, ils m'ont proposé de devenir patiente standardisée, puis patiente réelle. En tout cas, il y a toutes sortes de formes de patients là-bas. Patient standardisé, c'est on joue un rôle, mais patient réel, ça peut être de témoigner de mon propre vécu, mon passage en hospitalisation avec mon coco. C'est ça, il y a toutes sortes de formes de... Le PUPSR regorge de plein de formules, mais j'ai été appelée aussi pour faire des témoignages auprès des étudiants en travail social au cégep. Donc, ça a débouché sur plein de choses. Ce qui était parfait parce que quand on considère mon parcours, moi, je me suis retrouvée très, très fatiguée, très épuisée par toutes ces 2 années-là de vie et plus capable de travailler 40 heures semaine de 9 à 5 comme je le faisais avant. Pourtant, je trouvais que j'avais encore des belles aptitudes. Puis que d'être patiente standardisée, c'est sûr que c'est pas un revenu fixe, mais du fait que c'est un horaire flexible qui laisse de la disponibilité pour s'occuper de tous les suivis médicaux et compagnie, c'était au diapason avec mes limitations. Puis même, dans certains cas, ça m'a permis de valoriser mes limitations. Ce que je veux dire par valorisation des limitations, c'est exemple que avec tout ça, j'ai eu aussi un cancer de l'utérus. J'ai pris du poids beaucoup dans les traitements, puis je ne peux plus faire le travail que je faisais à l'époque, qui me demandait beaucoup de force physique. Mais aujourd'hui, j'enseigne comment aborder le poids aux étudiants en médecine. Donc, pour moi, c'est vraiment une valorisation de mes limitations. Elles sont utilisées à bon escient, puis voilà. Donc, tout ça, ça m'amène à une image. C'est un peu comme quand on fait une tarte, on fait un abat puis un dessus, puis après, on coupe l'excédent de pâte. Mais l'excédent de pâte, cette pâte est encore délicieuse. Puis même souvent, on s'en sert pour faire des sucreries, des pêtes de sœur, des petites mises en bouche qui font toute la différence. Ben, pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu ça être patiente partenaire, c'est d'être la petite pâte qui reste, de la réutiliser. Tout ce qui ne rentre pas dans le moule, hein? Mais on est encore super fonctionnel et on a plein de choses à apporter. Fait que moi, ça m'a permis de m'épanouir, puis c'est un petit plus au quotidien, puis ça me permet de sucrer ma vie, puis j'espère que je permets de sucrer la vie de d'autres. Ça a été une opportunité de faire plus dans mon quotidien, de me surpasser, d'éprouver des succès. Ça m'a apporté des défis aussi, des défis constructifs, nourrissants, enrichissants. Aujourd'hui, je m'en passerai plus, puis c'est mon mode de vie. Puis j'espère pouvoir perdurer longtemps. Puis j'irai plus loin en temps de pandémie. Pour moi, ça a été une occasion de garder la foi en l'être humain avec toutes ces écoles de pensée, si je reste dans le positif par rapport à la vaccination, aux mesures, etc. Mais de me dire que la préoccupation de répondre à un besoin réel de la population est encore là. Pour moi, c'est ça. C'est un biais direct entre les besoins de la population et les gens qui travaillent à étudier ces milieux-là. Donc, merci. Merci à toi, Noémie. J'adore quand tu nous parles de l'exemple avec la pâte qui ne rentre pas dans le moule, mais qu'on peut réutiliser ailleurs. C'est une de mes images préférées. J'aime beaucoup quand tu en parles. Et quand tu parles de valoriser tes limites, que tes limites dans un certain contexte sont devenues tes forces quand tu as commencé à t'impliquer comme partenaire, je trouve que c'est très parlant. Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient envie de réagir, de poser des questions. Sinon, on irait avec le témoignage de Céline. Céline, si tu veux ouvrir ton micro, si tu devais répondre à la question, pour toi, le partenariat, c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous dirais? Oh, pour moi, le partenariat, c'est essentiel d'avoir des bons matchs, de travailler ensemble. Je vais vous conter qu'est-ce qui m'a amené vers le partenariat.
c'est que, comme je disais tantôt rapidement, je croyais jamais m'en aller vers ça un jour, mais quand je suis sortie de l'itinérance, on m'a approché pour faire des témoignages, des conférences, pour faire connaître aux gens c'était quoi le vécu, là, vraiment être l'expérience là, sortie de ça. Puis on m'a approché aussi, ben j'ai commencé à travailler pour former les étudiants à l'école de travail social à l'université. Puis c'est très enrichissant le partenariat des deux. Excusez, je vais prendre une gorgée d'eau. La Prends langue me ton colle temps. au palais. Il n'y a aucun souci. On est là. C'est sûr Mm. qu'hors pandémie, on aurait tous été dans un local. On aurait été tous détendus, bien informels. On dirait que Ouais. le virtuel rend tout un petit peu plus sérieux, là, mais on est vraiment, on se stresse pas pour l'événement d'aujourd'hui. Donc, vas-y, Ouais. Céline, continue, prends ton temps. Puis, ça que j'ai, ça, j'étais rendue, en tout cas, ça m'a permis, moi, de voir comment c'est utile, d'après les remarques des étudiants, exemple, en travail social à l'université, ils nous apprécient beaucoup en tant qu'usagers entraîneurs pour leur faire voir la vraie vie. C'est comme des stages là, faits directement à l'université. Là. Ça les met encore plus dans l'ambiance, si on peut dire. Puis, c'est ça, je me suis impliquée avec la Force du Nou à l'Institut. Ce qui fait que là, je parle des beaux côtés du partenariat. Moi, j'ai vécu une expérience où ce que on pourrait, je sais pas si on pourrait appeler ça un partenariat non réussi, mais non, j'appelle pas ça partenariat. Je sais pas, ce serait quoi le mot contraire, mais moi, je vous disais tantôt, je suis tombée malade de la fatigue chronique un jour. J'ai été infirmière 20 ans, mais là, je pouvais plus travailler. J'avais une travailleuse sociale. Je dirais que mon nom était dans son dossier, mais elle n'était pas là. Tu sais, on avait des rencontres, des fois hebdomadaires, des fois toutes les 2 semaines. Puis, je vais mettre en guillemets, son mandat, c'était de faire du triage dans ma maison parce que j'avais un problème d'encombrement à ce moment-là. Alors, elle avait été engagée à mon dossier pour désencombrer la maison. Mais elle, quand je vous dis que, mon dos, euh, elle n'entendait pas ou elle comprenait pas c'était quoi les besoins de base parce que j'ai mis au courant, j'ai dit là, ma maison, faut faire de quoi? J'ai un paquet de solutions pour la garder, pour pas qu'elle s'en aille à l'encan. J'étais en train de perdre ma maison. Puis j'avais les solutions, mais tellement en dépression que j'étais pas capable de faire ces démarches-là seule. Là, elle me disait, non, non, moi, je suis ici pour faire du ménage dans ta maison, là. Ça fait qu'en tout cas, de fil en aiguille, vu que il n'y a pas eu de partenariat, il n'y a pas eu de travail d'équipe entre elle et moi, je suis tombée à la rue, j'ai perdu ma maison, 150 000 $, puis je me suis retrouvée à dormir dans mon auto pendant 15 mois. Ça fait que j'ai tout perdu, puis c'est ça. C'est quand il n'y a pas de travail d'équipe, quand il n'y a pas d'écoute, quand il n'y a pas la communication nécessaire ou le désir de vouloir s'adapter à la situation, ça peut apporter des conséquences très graves parce que depuis, bon, ben, c'est certain que je vis un choc post-traumatique, là, mais ça va de mieux en mieux quand même. Mais là, maintenant, c'est à mon tour de pouvoir aider les autres à mieux comprendre plusieurs situations. Merci beaucoup, Céline. Je trouve que on en avait discuté ensemble quand on a créé l'événement d'aujourd'hui, puis on trouvait ça important qu'il y ait
histoires de partenariat qui se passent bien, mais aussi illustrer l'histoire de partenariat qui se passe moins bien ou des partenariats qui devraient être réels puis qui ne le sont pas. Merci pour ton témoignage, Céline. Merci beaucoup. C'est très important. Et pour finir avec le thème, l'importance du partenariat, on terminerait avec Jocelyn. Si tu voulais allumer ton micro. Fait que Jocelyn, toi, si tu devais nous dire le partenariat, pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu répondrais? Oui, dans mon cas, le partenariat, c'est un travail d'équipe avant tout. Quand je parle d'un travail d'équipe, je vais vous parler de mon parcours de réadaptation post-AVC. Pour moi, le travail d'équipe, quand je pense à ça, c'est des joueurs qui sont assis tous ensemble du même côté de la bande ou du même côté de la table. Je vais vous donner un exemple qui m'a frappé, moi. Quand j'ai été capable de commencer à reprendre certaines activités après une dissection de la carotide, j'étais à l'époque à l'URFI et la première rencontre, on m'a convoqué dans une salle et d'un côté de la salle, de la table, excusez, il y avait le médecin traitant, il y avait tout le personnel de réadaptation et de l'autre côté, il y avait moi. Donc, l'ancien militaire en moi se sentait comme quelqu'un qui passe en cour martiale. Donc, ce n'était pas très motivant pour moi. Là, on m'a dit, on a discuté ensemble, puis on a établi un plan de réadapt qui va commencer bientôt. C'est le fun, mais j'aurais aimé ça participer à l'élaboration de ce plan de réadapt-là. Parce que moi, à l'époque, j'avais aussi des aspirations. Mes principales aspirations étaient de reprendre un certain niveau d'activité physique et mentale. Mon cerveau était quand même opérationnel, mais j'avais une difficulté à exprimer mes besoins. Donc, dans l'équipe, s'il y avait eu des TS ou une ou un TS ou psychologue qui aurait pu m'aider à exprimer quelles étaient pour moi mes attentes face à la réadaptation, il me semble que ça aurait été facilitant pour tout le monde. Pour moi, au niveau de mes efforts, et puis pour les membres, pour le personnel de réadapt. On aurait travaillé ensemble pour atteindre des objectifs communs. Mes objectifs et les objectifs du personnel de réadaptation. Ce qui a été un petit peu drôle, puis là, je fais un clin d'œil à mes ergothérapeutes, c'est qu'eux ont décidé d'y aller by the book et de me réapprendre à devenir autonome. Puis une des étapes, c'était à faire cuire du saumon. Moi, dans ma tête, excusez-moi, j'en ris aujourd'hui, mais dans ma tête, je voulais retourner travailler, je voulais retourner au gym. Pour moi, le saumon était comme la 100 millième priorité dans mon plan de réadapt. Je comprends aujourd'hui que c'était by the book une façon de me rendre autonome, mais on aurait dû avoir une meilleure communication, moi et eux, pour établir pourquoi je devais faire ça, puis où ça m'amènerait. Moi, dans ma tête, j'avais déjà mon plan, puis s'il n'y avait pas d'arrimage avec le plan prévu en réadapt. Donc, comme je vous mentionnais, d'établir des objectifs clairs, mais partager les aspirations du patient et de l'équipe de soins. D'où l'importance pour moi du travail d'équipe qui est en lien avec le partenariat. Merci beaucoup, Jocelyn. Ça termine notre bloc sur l'importance du partenariat. On a eu 4 témoignages, que ce soit dans les soins et services, dans la recherche ou même dans l'enseignement, qui montrent à quel point le partenariat est important, puis les retombées que ça peut avoir quand le partenariat est inexistant ou perçu de manière plus négative. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui auraient envie de réagir à ça, qui auraient envie de poser une question. Il n'y a pas de questions idiotes. Lâchez-vous loose si vous voulez. Ou alors vous êtes tellement captivé par nos témoignages que vous avez envie qu'on passe tout de suite à l'autre thème. Fait que l'autre thème, là encore, hein, j'invente rien. C'est vraiment 3 thèmes qui ont été complètement imaginés par Céline, Jocelyn, Noémie et Daniel parce que c'est des éléments qu'ils voulaient vraiment mettre de l'avant aujourd'hui. Le thème numéro 2, c'est l'importance des bons arrimages quand on parle de partenariat. Et je vais commencer avec le témoignage de Jocelyn. Donc, Jocelyn, si tu devais m'expliquer pourquoi c'est important d'effectuer des bons arrimages quand on parle de partenariat avec des citoyens, des patients partenaires, tu dirais c'est important, pourquoi? Bien, je pense que les bons arrimages sont gages de succès dans différentes sphères du travail des chercheurs ou des professionnels de la santé ainsi que des patients. Moi, je réfère souvent à la pyramide de Maslow. Je n'ai pas de formation au niveau médical, mais j'ai lu beaucoup à ce niveau-là. Et pour moi, les bons arrimages m'ont permis, entre autres,
de réussir à atteindre certains besoins essentiels ou existentiels, dont le besoin d'appartenance, de par mes participations au niveau du programme PU-PSR et de mon implication dans la force du nous. Pour moi, ça a vraiment comblé un besoin d'appartenance. Mais aussi, mes interventions avec des chercheurs m'ont aidé à réaliser, à combler le besoin de réalisation. Parce que j'ai travaillé en tant que personne en ingénierie, j'avais un bagage qui pouvait être intéressant dans certains programmes, dont un programme de recherche qui a été de développer un exosquelette robotisé. Ça allume un ingénieur. Donc, quand on m'a parlé de ce programme-là, j'ai tout de suite levé la main parce que pour moi, c'était quelque chose qui m'accrochait. J'ai aussi été impliqué au niveau d'un programme, d'un projet de recherche qui se nommait l'ALGO, qui était l'adaptation d'une salle de bain par du personnel non ergothérapeute. Moi, encore là, de par mon expertise en ingénierie, à mon retour à la maison, j'ai adapté moi-même ma salle de bain, étant donné qu'il n'y avait pas de personnel disponible à l'époque pour m'aider. J'ai pris le lead de gérer moi-même l'adaptation de ma salle de bain. Donc, encore une fois, quand on m'a parlé d'un programme qui allait permettre à du personnel non ergothérapeute d'adapter des salles de bain, j'ai tout de suite levé ma main parce que selon moi, l'arrimage était comme naturel. Donc, dans plusieurs situations, j'ai porté 2 chapeaux. Le chapeau de mon expérience en tant que patient qui a subi un AVC et mon expertise en ingénierie qui m'a aussi permis de m'auto-arrimer avec des chercheurs sur des projets spécifiques. D'où, selon moi, l'importance justement de réaliser ces bons arrimages-là. Merci beaucoup, Jocelyn. C'est super intéressant, surtout quand tu parles de ton double chapeau, hein, la personne qui a vécu l'AVC, mais aussi l'ingénieur qui est capable de comprendre certains aspects de projets de recherche qui sont plus techniques et que cet arrimage-là de tes 2 compétences, de tes 2 vécus et l'arrimage avec la recherche fait vraiment montre bien l'importance des bons arrimages qu'on voulait souligner aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour ce qui est des bons arrimages, je passerai maintenant la parole à Céline, qui voulait nous aussi nous parler d'une expérience vécue sur le fait de s'arrimer de manière optimale quand on travaille en partenariat. Céline, je ne te vois plus. Je pense que ta caméra est peut-être éteinte. Super. Oui, je te vois. Éteinte un petit peu. Bonjour. J'étais là avec vous quand même. C'est parfait. Je vais te poser la question. Qu'est-ce que c'est pour toi les bons arrimages, puis pourquoi c'est important? Qu'est-ce que tu nous répondrais? C'est certain que les bons arrimages, ça permet quand on travaille bien ensemble, comme je parlais tantôt, ça permet d'aller plus vite et faire des belles innovations en unissant toutes nos forces. On dit souvent 2 têtes valent mieux qu'une, mais 10 têtes autour d'une table, là, c'est wow! Il y en a des idées qui sortent de ça, c'est le fun. Ça fait que ça permet de faire avancer la science, comme on peut dire. Puis moi, qu'est-ce que je voulais dire? Dans le sens, je vais vous donner un exemple d'un arrimage réussi dans ma vie. C'est que en sortant de l'itinérance, en reprenant une certaine forme de vie qu'on dit normale, on m'a demandé de participer, d'être membre au conseil d'administration au CA du Partage Saint-François. Pour ceux qui ne connaissent pas le Partage Saint-François, c'est un milieu de vie pour les personnes en situation d'itinérance. C'est un milieu de réinsertion sociale aussi. Puis, pourquoi moi, j'ai vécu dans mon auto pendant 15 mois, c'est qu'il n'y avait pas de maison pour femmes à Sherbrooke à ce moment-là. Puis, j'ai bien vu que c'était un grand manque. Tu sais, toutes les femmes qui n'étaient pas en sécurité, qu'il fallait qu'ils se trouvent des places à gauche puis à droite ou coucher ou prendre une douche ou manger et tout et tout. Ça fait une petite gorgée d'eau encore. Vas-y.
Ça fait du bien. Je pense qu'il commence à faire chaud, je sais pas. C'est le fun. Puis alors, au CA, moi, j'ai apporté, au CA du partage, comme je vous disais, j'ai apporté mon expérience de fille qui l'a vécu. Une femme qui l'a vécu, c'était quoi, être itinérante? Parce que j'ai eu beau être infirmière pendant 20 ans, j'ai eu beau soigner des personnes itinérantes, mais sans l'avoir vécu moi-même, j'aurais... Le téléphone est tombé. Oui, je suis sur mon téléphone. Désolée. C'est ça, comme je disais, j'avais l'expérience, oui, d'avoir soigné des patients qui étaient itinérants, mais je n'avais pas le vécu avec mes tripes de ce que c'était. Alors, quand je suis arrivée au CA, certains des membres du CA qui ont beaucoup d'expérience dans différents domaines, puis vraiment, c'est du monde brillant, là. Certains n'étaient pas convaincus que non, on n'a pas besoin, il n'y a pas d'itinérance vraiment au féminin à Sherbrooke, tout ça. Mais ça n'a pas été long que, en parlant de mon expérience de fille qui l'a vécu, ben, je les ai convaincus que oui, OK, on embarque dans le projet. Là, ils ont vu que c'était une nécessité. Alors, suite à ça, on a formé un comité organisateur pour ouvrir la maison. Moi, j'apportais mes idées en tant que fille de mon expérience, bon exemple, pour bâtir le code de vie, pour aménager la maison et tout et tout. Ça fait que je suis tellement fière de ça. Je me dis, la souffrance que j'ai vécue pendant ces 15 mois, toute la violence qu'on voit, qu'on subit et tout ça en étant itinérant, ben, en ayant comme bâti, je l'appelle mon bébé, la maison Marie-Jeanne, là. En ayant bâti ça, ça met des mots sur la souffrance que j'ai vécue. Puis c'est le fun parce que là, l'arrimage que je disais, j'ai été entendue, j'entendais aussi, je comprenais les commentaires des autres. Puis c'est ça, ça a fait un beau grand changement pour les femmes itinérantes à Sherbrooke. Merci beaucoup, Céline. Fait que ce que tu nous apportes, c'est vraiment le changement de vision qui peut arriver quand on a les bons arrimages et les bonnes personnes qui travaillent ensemble. Oui. Merci beaucoup. Je pense qu'on a quelqu'un qui voudrait réagir. Je vois que Jean-Marc, tu as levé la main. Si tu voulais ouvrir ton micro, on t'écoute. Oui, je voulais juste dire, c'est un très beau témoignage, ça me touche personnellement. Puis en même temps, je veux dire, je trouve que le vécu en tout cas, le vécu, là, on dirait, c'est pas c'est magique, mais on dirait que le vécu, qu'est-ce que tu as vécu, on ne voit pas ça en tant que tel. Tu sais, tu as vécu l'itinérance. Donc, vraiment, là, ça me touche personnellement de voir que on n'entend pas parler, puis toi, tu l'as vécu. Donc, vraiment, là, chapeau, j'ai vraiment, là, ça me touche personnellement en tant que tel, le fait que tu aies pu faire ça. Donc, le vécu des personnes, c'est tellement important, là. L'histoire de chaque personne est tellement importante, là. Donc, bravo, félicitations. J'ai pas de mots à dire, hein. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc, merci Céline. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient réagir? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient envie de nous raconter une expérience? Soyez pas timide, vous n'êtes pas obligés. Est-ce que... Vas-y Céline. Oui, j'ajouterais, comment qu'on appelle ça, là, l'image? Ah oui, tu voulais nous parler de l'exemple de la poutine pour montrer l'importance de l'arrimage. Vas-y. C'est que j'ai eu un flash, ça fait pas longtemps. La poutine, quand on dit, bon, un bel ensemble, ça peut être vraiment, ça donne quelque chose de bon en bout de ligne. Parce que l'arrimage, le match des frites, du fromage puis de la sauce, ben, je pense que la plupart des Québécois, on trouve que c'est un bel ensemble. Ça se mange bien.
fromage seul, c'est bon aussi quand même. Les frites tout seul, c'est bon aussi quand même. Mais prendre des cuillères, manger des cuillères de sauce, ben là, on est moins certain. Mais tu rajoutes ça sur les frites et le fromage, que c'est bon, mais c'est bon. Puis, quand nous autres, en tant que Québécois, je ne sais pas s'il y a un Québécois qui n'a pas encore mangé de poutine, mais si on explique ça, le goût, on explique à un étranger, quelqu'un qui n'a jamais goûté à ça, on dit le mélange, ce mélange-là. Puis moi, j'ai travaillé à l'extérieur déjà dans ma vie, puis les gens réagissaient, ouf, il me semble, ça a l'air bizarre, tu sais, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir ce que c'est. On peut se faire une image, mais dans ce cas-là, on n'a pas l'expérience du goût. Puis je suis sûre que notre poutine, à un moment donné, elle va être reconnue à travers le monde. Je pense qu'on va être, comment qu'on appelle ça? Comment qu'on appelle ça comme appellation contrôlée, là, comme les vins? Pour toi, Céline, le partenariat, c'est comme la poutine. Tant qu'on n'y a pas goûté, on ne peut pas vraiment comprendre à quel point c'est important et à quel point c'est bon. Ouais. Ouais. Oh, Ça ouais. aussi, c'est une belle image. Merci beaucoup, Céline. Je trouve que ça conclut parfaitement notre thématique sur les bons à images. Puis tu sais à quel point j'aime ça, les exemples imagés. Là. Fait que la pâte à faire de tantôt, puis la poutine, là, c'est parfait. Le thème numéro 3 que le comité organisateur voulait aborder aujourd'hui, c'est l'impact du partenariat sur les étudiants et les enseignants. C'est que pour ce thème-là, on va revoir Daniel, qui n'est pas là aujourd'hui, mais j'ai son témoignage en vidéo, fait que je vais vous le partager. On va revoir Daniel, on va revoir un autre témoignage de Jocelyn, et on aura nos 2 personnes invitées qui vont témoigner elles aussi. Annie Lambert de l'École de travail social, qui va nous amener le point de vue de l'enseignant, et Annie Gagné de la Faculté de médecine, qui va nous amener le point de vue de l'étudiant. Donc, je vais juste prendre une seconde pour vous partager mon écran et aller chercher le témoignage de Daniel qui va nous expliquer c'est quoi les impacts du partenariat sur les étudiants et les enseignants selon lui. Ça fait des meilleurs travailleurs sociaux grâce à ma rétroaction. OK? Puis dans ma rétroaction, là, je parle de mon vécu. Puis il y a une fiche technique que les étudiants ont. Puis qui ont juste une ligne de conduite. OK? Puis moi, ce qui est dans cette ligne de conduite-là, c'est que je joue mon propre rôle et non le scénario. OK, donc tu joues ton propre rôle et donc, du coup, là, tu peux utiliser ton vécu puis ton expérience pour les faire travailler avec toi. Exactement, exactement. Puis pour moi, mais là, ça va faire des professionnels qui vont être plus outillés et en même temps plus confiants. OK. Puis est-ce que tu dirais qu'ils sont plus confiants parce que justement, ils ont joué ce jeu de rôle-là avec une personne qui a un réel vécu et pas avec un acteur? Exactement. Puis ils se sentent plus à l'aise à poser des questions. OK. Donc, à cause c'est ça, de mon vécu, là. OK. Puis, quand on en avait discuté, tu m'avais parlé de la première rencontre des étudiants avec un usager, que ça peut parfois être un peu déstabilisant pour eux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ça les met dans une zone d'inconfort. Dans le sens, c'est que ils ont beaucoup fait de la théorie, mais ils ne savent pas à quoi s'attendre avec la pratique. OK. C'est que ça les pousse dans leurs limites. Oui, puis à se poser beaucoup de questions parce que entre la théorie et la pratique, il y a une grosse écart, là. Puis même si ça les déstabilise au départ, tu penses qu'ils ressortent de cette expérience-là comment? Ils ressortent grandis, puis en posant plus de questions. Puis il y en a certains qui
qui ont peut-être pas réalisé qu'est-ce que c'était le vrai rôle du travailleur social. Fait que des fois, ils changent de vocation. OK. Puis, si tu devais parler de... Là, on a parlé de l'impact de ta participation en tant que partenaire sur les étudiants. Et si tu devais parler de l'impact sur les professeurs ou les enseignants, qu'est-ce que tu dirais? Les professeurs, les enseignants, moi, personnellement, je trouve qu'ils ont adapté, parce que là, ça fait 7 ans que je fais ça, là, qu'ils ont adapté leur méthode de travail. Plus pour avec la réalité c'est ça, du travail social, là. OK. Fait que si tu devais parler des retombées positives de ton implication à l'école de travail social auprès des étudiants puis des profs, qu'est-ce que tu dirais pour conclure? Ah, c'est indispensable qu'il y ait ces ateliers-là. Premièrement, les étudiants, là, ils connaissent ou ils voient au moins la réalité. Ils sont comme s'ils seraient déjà dans le milieu, là, ouais. Puis, ça permet aussi, moi, en faisant de la rétroaction, je leur dis un petit peu, regarde, telle approche, tu aurais pu être plus à l'aise ou sors de ton barème, là. C'est ça un petit peu de l'extérieur, là. Mm-hmm. Parce que des fois, ils ont des idées préconçues, puis là, il faut qu'ils laissent tomber ça, puis ça, c'est un travail à faire. OK. Fait que si tu devais nous dire un petit mot de la fin par rapport à ça, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire? De continuer je dirais aux étudiants de continuer à croire à leur force, mais d'avoir une excellente écoute. Super. Merci beaucoup, Daniel. Et de se faire confiance. Et voilà, donc on a vu le témoignage de Daniel dans son implication auprès des étudiants. Fait qu'on va passer ensuite au témoignage de Jocelyn, qui lui aussi s'implique, mais plus avec des étudiants en médecine, je pense. Fait que si tu devais, Jocelyn, nous en parler, pour toi, l'impact de ton partenariat avec ces étudiants-là, qu'est-ce que ça amène? Oui, c'est assez majeur comme impact, mais je dois d'abord vous préciser que pour moi, le partenariat avec les étudiants, les enseignants, mais il faudrait aussi ajouter les professionnels en devoir. Parce que pour moi, je suis impliqué à tous les niveaux. Ça m'a pris, c'est des processus qui sont longs. Ça m'a pris 8 ans à convaincre mon neurologue de faire équipe avec moi. Mais on y est arrivé. Dans le cas des étudiants, c'est beaucoup plus facile parce que les jeunes sont avides de comprendre le vécu réel du patient. Moi, dans mon cas, quand je leur parle d'une dissection de carotide, je suis capable de leur expliquer qui j'étais avant puis qui je suis devenu après. Puis les jeunes sont intéressés à savoir. Puis j'essaie aussi de favoriser, d'essayer de les amener à penser, comme disent les Américains, think outside the box. Ne pas, comme disait Daniel précédemment, ne pas y aller avec nécessairement toujours le by the book ou ce qu'ils ont appris, puis rester figé dans ça. Essayez d'avoir une ouverture par rapport aux patients. Les étudiants, dans mon cas de première année et de deuxième année, sont hyper ouverts à ces interventions-là. Et j'ai fait le même genre d'intervention pendant 4 ans avec les troisième et quatrième années. Mais malheureusement, parce que je suis quelqu'un qui a des idées un petit peu, comme j'essaie de prôner, outside the box, malheureusement, le programme éthique va demander cette année d'arrêter mes présentations. Ce qui a été pour moi une déception parce que je pense qu'il faut aussi travailler avec les troisième et quatrième années. C'est vraiment nos cohortes de jeunes qui s'en viennent dans un futur rapproché qui vont nous soigner. Donc, l'importance, c'est vraiment là de s'impliquer de plus en plus et de les sensibiliser. Je vais aussi vous donner un exemple de ce que ça a fait sur moi. Lors de mes conférences avec les 3 et 4e années, il y a une jeune étudiante qui s'est approchée de moi, puis elle a dit, Monsieur Bernard, vous devriez écrire un livre. Puis cette année, ne pouvant pas aller faire ma plongée sous-marine annuelle au Mexique,
j'ai profité de la pandémie pour écrire une autobiographie pré-post-AVC. Donc, c'est quelque chose que je vais essayer de présenter aux étudiants lors en tout cas ceux de première, deuxième année avec qui je vais avoir accès. Je vais leur présenter cette biographie-là prochainement. Mais bravo, Jocelyn, merci beaucoup. On voit vraiment que le partenariat, ça peut amener à plein de choses, dont l'écriture d'un livre. Moi aussi, je vais avoir envie que tu me le présentes, en tout cas. J'avais envie maintenant de passer la parole à notre personne invitée. Je commencerai par Annie Lambert de l'École de travail social. Annie, si tu devais nous parler de l'impact du partenariat sur les étudiants, mais aussi sur les profs, qu'est-ce que tu nous dirais? Plein de choses. Je ne vais pas tout dire aujourd'hui, je pense. D'abord, en fait, merci à Daniel qui était en double virtuel, Noémie, Céline et Jocelyn, parce que moi, je me sens toujours assez privilégiée d'entendre les histoires, mais de participer aussi à ce genre de rencontres-là. Je vais laisser l'autre Annie parler du volet étudiant, même si moi, je considère qu'on ne peut pas enseigner le travail social si on n'a pas l'implication des personnes dans la formation. Il nous manque un bout si on ne le fait pas. Fait que je crois beaucoup qu'il y a un impact très, très significatif sur la formation. Pour les enseignants, c'est sûr que je vais parler en fonction de ce qu'on fait à l'École de travail social, mais j'imagine qu'il y a des parallèles aussi là, dans les autres expériences de partenariat, mais plusieurs l'ont nommé. Là, le partenariat, c'est travailler en équipe, mais c'est plus que travailler en équipe, c'est travailler ensemble autour d'un projet commun. Dans un trio vraie personne, je ne me rappelle plus qui l'a nommé tantôt, mais vraie personne. Nous, les étudiants en travail social, c'est ce qu'ils disent. Ils rencontrent des vraies personnes comme si toutes les autres personnes n'étaient pas vraies. Mais je pense que ce que ça parle, ça dit, on rencontre le vécu, on rencontre l'expérience. Donc, le trio de collaborateurs, c'est ça, c'est les personnes, que ce soit usager-entraîneur, que ce soit patient-partenaire, peu importe la terminologie qu'on utilise, étudiant-enseignant. Puis c'est ce trio-là qui est important, puis ce travail ensemble-là se fait là, avec toutes ces personnes-là. Puis pour les enseignants, ce que je trouve le plus, c'est que ça modifie nos réflexions, ça c'est clair, mais ça nous oblige à travailler autrement. Puis c'est beaucoup dans une méthode pédagogique de croisement des savoirs. T'sais. Puis je vais reprendre, ça fait 2 fois que je suis en rencontre avec Jocelyn, puis qui me fait titiller quand il dit les imminents chercheurs et autres personnes avec des titres. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que les imminents, c'est très certainement pas les chercheurs, c'est les personnes qui s'impliquent, mais j'aurais envie de faire du surf là-dessus en disant quand on travaille en partenariat, comme ça, on se rend rapidement compte que l'intelligence, ce n'est pas une question de statut ou de diplôme. Et travailler avec le savoir d'expérience, c'est transformer cette expérience-là. Fait que pour un enseignant, ça modifie complètement les balises. On n'est plus dans un enseignement unidirectionnel où tu as un enseignant qui est en train de passer de la matière à un groupe. On est dans un enseignement qui est circulaire puis qui permet justement de croiser tous ces savoirs-là, puis tout le monde en ressort gagnant finalement. Là, mais ça oblige au dialogue. Fait que, on n'est pas dans du pelletage de nuages non plus. Là. Les gens, vous participez, vous savez qu'il y en a des défis. Tantôt, Céline, tu disais, les partenariats, ils ne sont pas toujours réussis. Ben non, malheureusement, ils ne sont pas toujours réussis. Mais quand on est sensibilisé au fait qu'on veut travailler de cette manière-là, qu'on veut, comme Noémie le disait, que ce soit un mode de vie, que ça s'inscrive dans nos façons de faire, ben, on est plus alerte et on a plus de chances là, à ce que ça fonctionne. Puis l'autre élément aussi que je trouve vraiment, puis ça rejoint l'imminent de tantôt, mais toute l'idée de rééquilibrer les pouvoirs. Quand on travaille en partenariat réel, ben c'est ça, on est tout le monde ensemble sur un même pied d'égalité, même si on ne porte pas le même chapeau. Puis souvent, on en porte plusieurs. On en a tous des expériences de vie qu'on peut transformer puis réinjecter dans une formation, parce que nous, c'est ce qu'on fait. En fait, les gens partent de leur histoire de vie puis la transforment en savoir à partager aux étudiants. Mais ça nous amène dans un équilibre des pouvoirs qui est pas mal plus intéressant, puis qui, moi, je pense, est porteur là, pour les étudiants. Fait que, bref, je vais laisser du temps à Annie pour intervenir, mais tantôt, il y a quelqu'un qui nommait l'expérience ou la transformation. Je pense que travailler en partenariat dans ce contexte-là, c'est ça, c'est se transformer. Je pense qu'on vise souvent beaucoup qu'est-ce que ça apporte aux gens qui s'impliquent,
mais ça apporte autant en termes de transformation, je pense, aux étudiants, bien, de réflexion ou de transformation, là, aux étudiants qu'aux enseignants qui sont impliqués dans ces activités-là. Fait que je trouve que ça reste un privilège quand même de travailler dans cette idée-là, même si parfois il y a, oui, des défis de temps, ça prend plus de temps. Les structures ne sont pas toujours adaptées pour ça. Tantôt, Jocelyn disait, bien là, finalement, je ne participe plus à ça. Je trouve ça un peu dommage parce qu'effectivement, on aime ça quand il y a des gens qui, qui pensent un peu en dehors de la boîte. Fait qu'il y a des défis, mais je pense que les retombées sont pas mal plus importantes que les exigences ou les défis là, de travailler dans ce sens-là. Fait que c'est ce que j'aurais à dire pour l'instant, Claire-Marie, pour ne pas prendre tout le temps. Super, merci beaucoup, Annie. Je donnerai, pour terminer sur ce thème-là, la parole à Annie Gagné, qui est étudiante en médecine. Fait qu'Annie, si tu pouvais nous amener le point de vue de l'étudiante. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, d'accord. Alors oui, je suis Annie, je suis étudiante en 4e année à la FMSS, donc je suis à ma dernière année de prédoctorat. Et puis, d'ailleurs, je vais devoir quitter tout de suite après parce que je suis en pleins examens. Mais ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui, puis je reconnais plusieurs visages. Alors, bonjour à ceux que je connais déjà. Et puis, en fait, moi, mon rôle aujourd'hui, je pense que c'était... Salut Noémie. C'était de confirmer à quel point chaque témoignage de patients réels sont importants dans notre parcours. En médecine, ils arrivent surtout en première et deuxième année, un peu comme M. Jocelyn disait. Mais je pense que c'est quand même un bon timing pour les étudiants qui n'ont pas commencé encore. Nous, en la première et la deuxième année, on appelle ça le préclinique. Donc, on n'a pas commencé encore les stages d'externat. Et puis, notre faculté est vraiment très forte là, pour inventer plusieurs vignettes de patients parce qu'on décrit des histoires sur papier presque tout le temps, tous les jours, on travaille avec ça. Mais vous imaginez bien que ce n'est pas aussi réel que d'avoir quelqu'un qui nous raconte quelque chose devant nous. Il y a aussi beaucoup de patients acteurs, ça aussi c'est très apprécié. Puis les acteurs sont très bons, ils essaient de bien rendre justice à l'histoire, mais c'est pas encore tout à fait comme quand quelqu'un le raconte de son vécu, c'est sûr. Donc, le patient partenaire réel, dans leur témoignage, c'est cette finesse-là, je trouve, qui vient ajouter à la pédagogie qui est là derrière. Donc, nous, en première, deuxième année, je pense qu'on a eu 3 témoignages de patients PUPSR. Un patient qui nous parlait d'une maladie aiguë qui restait avec des séquelles. Le deuxième patient, c'était une maladie chronique qui aussi avait amené des difficultés dans sa vie. Et comme ils l'ont vécu, évidemment, avec tous les intervenants avec qui ils ont travaillé. Fait qu'on ne parle pas juste de médecine dans ces témoignages-là. Et puis le troisième patient qu'on avait écouté, c'était un monsieur qui avait vécu les soins palliatifs avec sa conjointe jusqu'à son décès. Je pourrais rajouter aussi, en deuxième année de médecine à Sherbrooke, on a un long week-end c'est un peu particulier, mais ça s'appelle communément, les étudiants appellent tout le temps ça comme ça, d'une année à l'autre, ça se passe comme ça. Le camp Sexo, où est-ce que c'est 3 journées, c'est un long week-end à Asbestos dans un camp, où est-ce qu'on reçoit vraiment beaucoup de témoignages pour un peu apprendre à... Ben, ça fait partie de notre travail, hein, des fois conseiller ou aller faire des interventions dans cette facette-là de la vie. Là. Donc, on reçoit des gens, la sexualité chez les personnes âgées, chez les personnes trans, non-binaires, dans une autre culture, avec un handicap. Donc, vous voyez un peu l'idée. Là. Donc, on a reçu aussi beaucoup de témoignages comme ça. Donc, c'est très enrichissant, c'est sûr. Ça rajoute... il y a la dimension émotionnelle. C'est sûr que quand le patient raconte son histoire, premièrement, pour vous mettre en contexte un petit peu, on est environ 36. Je ne sais pas pour les autres facultés, là, travail social, ergo et tous les autres, comment ça se passe. Mais nous, on est 36 par classe à Sherbrooke. Il y a aussi Saguenay, puis Moncton, puis bientôt Longueuil qui vont recevoir ces mêmes acteurs-là. Ben, en fait, ces témoignages-là. Et puis, pour commencer, on est en grand cercle, puis le patient nous raconte son histoire. Il prend le temps qu'il veut pour raconter son histoire. Et puis, ben,
c'est sûr que ça fait sortir vraiment beaucoup d'émotions. C'est assez. Ben, j'ose espérer que, en tout cas, dans toutes les expériences que j'ai vécues, les étudiants étaient très, très attentifs. C'était le grand silence. On écoutait, puis on était très respectueux. Et puis, ben, c'est ça, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent je pense que le patient parfois revit des choses, puis ça veut pas, ça sort un peu. Et puis, mais en même temps, ça fait partie du vrai témoignage. Puis ensuite, on appelle ça l'espèce de fishbowl, où est-ce qu'on est environ 6 étudiants autour du patient qui vient faire son témoignage. Et puis là, on peut poser des questions. Souvent, c'est des questions qui sont plus superficielles au début, puis ensuite, tranquillement, à force de créer le lien durant l'heure où est-ce qu'on est là, les questions deviennent un peu plus profondes. Puis même à la fin, ben, il y a une pause à un moment donné, puis le professeur, en tout cas, moi, j'avais bien aimé cette partie-là où est-ce qu'on peut écrire des questions sur un papier. Puis ben, les patients qui témoignent sont vraiment très ouverts en général à nous laisser poser n'importe quelle question. Donc, il n'y a pas de mauvaises questions, de questions ridicules ou des questions tabous. Fait que ça, c'est. Puis ben, comme des fois, il y a des questions un peu plus crunchy, on les met sur un papier, c'est complètement anonyme. Puis le patient décide s'il répond ou pas de toute façon à la question. Là, ça reste à sa discrétion. Mais ça fait sortir des éléments, des fois. Tout à l'heure, M. Josselin, vous racontiez comment la disposition de votre rencontre multi, comment ça avait été perçu de votre part comme une cour martiale. Puis nous, de notre côté, on peut ne pas voir ça du tout, là. Mais le patient, il vit. Puis s'il n'a pas l'opportunité de le dire, ben, il va rester avec cette émotion-là tout le long de la rencontre, ce qu'on veut pas. Donc, des fois, on est juste maladroit ou on n'a pas perçu, on n'est pas dans les bottines du patient. Puis ça m'amène à dire que toutes ces petites anecdotes-là sont importantes. C'est sûr que chaque patient a son histoire spécifique, mais plus on en entend, plus on se fait un bagage de ça parce qu'il y a des choses qui se répètent quand même. Puis, je pense que le patient partenaire, il fait partie de l'amélioration continue des soins. J'ose espérer que c'est sorti de rencontres comme celle-là, où est-ce qu'aujourd'hui, quand on est drillé à faire une entrevue avec un patient, on demande systématiquement, est-ce que vous êtes confortable? Où est-ce que vous êtes en ce moment pour qu'on ait cette discussion-là ou pour qu'on puisse poursuivre l'entrevue? Donc, c'était si on avait pu poser la question à M. Josselin, puis vous aviez dit que vous aviez l'impression d'être dans une cour martiale. Probablement que les choses se seraient changées un peu, au moins dans la disposition des fauteuils ou juste pour rendre les choses plus confortables, puis que vous soyez plus réceptif à l'activité ce jour-là. Donc, on retient vraiment beaucoup des façons de communiquer, des attitudes à retenir, des attitudes à éviter, des fois des tournures de phrases, parce que les patients, ils ne nous apportent pas juste des choses plates qu'ils ont vécues, puis pour améliorer ces choses-là, il y a quand même des belles affaires qui ressortent, là. Je me rappelle d'un patient de fin de vie qui avait ça se peut que ce ne soit pas avec un patient partenaire puis que je l'ai vécu en stage, là, mais quand même, ça fait partie de ce que j'ai retenu en bagage. Là. Bon, disons, une personne qui lui reste quelques mois à vivre parce que sa maladie est rendue au point de soins palliatifs, tout ça. Puis le médecin demande, bon, maintenant, si on parlait de votre futur projet de vie, parce que c'est encore un bout de vie qui reste à vivre, puis tout ça, c'est une façon, à mon avis, moi j'avais trouvé ça quand même bien d'utiliser ces mots-là. C'est des mots qu'on vient chercher, puis qu'on les met dans nos bagages, puis qu'on les utilise à bon escient dans les bonnes situations, par exemple. Donc, je pense que ça vient aider vraiment beaucoup les étudiants, surtout les étudiants qui n'ont jamais eu de patients. Moi, je suis peut-être un étudiant typique parce que moi aussi, j'avais eu une carrière avant. Je pourrais très bien être un patient partenaire moi-même parce que j'ai eu, moi aussi, une maladie chronique des articulations qui ont fait en sorte que j'ai dû changer de carrière. Mais pour des étudiants qui ont, disons, entre 20 et 22 ans, quand ils sont c'est la majorité des étudiants qui sont à la faculté de médecine, puis qui n'ont pas encore beaucoup de bagages, de contact avec des vrais patients. C'est important tout ça. Même qu'ils pourraient en avoir vraiment pas mal plus. Je pense à plein de situations où est-ce que
L'histoire de Noémie avec Georges, d'ailleurs, ça aurait pu être aussi une autre opportunité d'avoir un patient pour qu'on ait une meilleure idée de ce que c'est d'être un parent d'un enfant qui est arrivé très, très tôt dans la vie, puis qui a eu toutes ces difficultés-là pendant 2 ans, c'est avoir vraiment un portrait de ce que c'est la réalité. Parce que nous, des fois, on vient intervenir dans une journée ou une semaine où on fait quelque chose de très, très précis, puis on n'a pas la vision d'ensemble. C'est sûr que ça, c'est toutes des choses qui sont des gros plus. Donc, chacun de vous est important pour la faculté de médecine, puis merci d'être là et d'avoir partagé vos vécus. Merci beaucoup, Annie. Ça conclut nos témoignages qu'on avait pour notre activité.